Donc l'attaque des clones, c'est quoi? C'est l'émergence finalement de micro-organismes, de bactéries, que l'on peut définir comme étant des clones parce que ils ont un phénotype particulier. Et ce phénotype, il ne peut pas être prédit juste par l'identification microbienne de base. Et il peut émerger, diffuser sans qu'on le voie à bas bruit. Donc je vais vous montrer un certain nombre d'exemples qui sont des exemples de la littérature qui ont environ une dizaine d'années. Et puis des travaux qu'on a fait effectuer ici à Marseille. Alors comment on peut définir un clone bactérien? Eh bien en fait c'est assez complexe si on fait juste par exemple de l'identification par le Malditov, parce qu'un clone bactérien c'est rien d'autre que deux bactéries qui sont identiques quand on les identifie. Mais pourtant elles ont éventuellement la possibilité d'exprimer un phénotype qui est différent alors que leur identification est la même. Et pourtant, elles peuvent donner des pathologies et ou exprimer de la résistance qui diffère entre deux bactéries qui sont théoriquement identiques si on n'est pas capable d'aller plus loin dans l'identification. Et donc c'est un phénotype qu'on va définir, et c'est ce qui définissait initialement par exemple la différence entre Escherichia coli et Shigella. Eh bien c'est la même bactérie si vous l'identifiez par des techniques conventionnelles phénotypiques, et pourtant elles peuvent donner des pathologies différentes parce qu'elles peuvent exprimer des gènes qui vont leur conférer un phénotype spécifique. Et du coup, ça remet d'ailleurs aussi en cause la question de la pathogénicité et la définition de Koch qu'on a bien débouté depuis un certain nombre d'années ici à l'Institut, parce que, eh bien, il y a un certain nombre de micro-organismes qui peuvent être portés par des humains de manière asymptomatique. Ils ne leur donnent pas de pathologie, mais par contre, ces clones bactériens peuvent éventuellement donner des pathologies chez d'autres individus et ne pas la donner chez des patients qui sont asymptomatiques. Alors comment on est capable d'identifier si un micro-organisme est un clone particulier? Alors il y a eu tout un tas de techniques. Alors ça, on remonte à l'époque où on était un petit peu plus jeune. On a eu beaucoup d'autres auparavant technologies pour identifier éventuellement un clone, le sérotypage, l'électrophorèse d'isoenzymes, l'électrophorèse en champ pulsé, tout un tas de techniques moléculaires qui permettaient éventuellement, par exemple sur ce genre d'image, eh bien, d'avoir des profils de bandes qui correspondent au génome d'une bactérie, et quand elles étaient identiques, on disait c'est la même bactérie, c'est le même clone. Mais ça, c'est assez grossier parce que c'est des petits morceaux, enfin des grands morceaux, pardon, et qui ne permettent pas de voir s'il y a une spécificité qui peut s'appliquer à un phénotype particulier. On a essayé pendant un certain temps, et c'est pas toujours évident, de regarder si le Malditov, le profil spectral des protéines, lorsqu'on identifie un micro-organisme, est susceptible de dire c'est la même bactérie. Alors dans un certain nombre de cas, ça marche. Par exemple, cet exemple-là, c'était des souches d'entérobactères. Eh bien, il y a eu une épidémie dans un service clinique, et où le micro-organisme responsable de cette épidémie était strictement identique, c'était le même, c'était une épidémie nosocomiale, et donc le Malditov, ici par rapport à de la phylogénie par du séquençage d'un certain nombre de gènes, le multilocus sequence typing, eh bien montrait que c'était les mêmes. Mais ça, c'est pas toujours le cas, surtout si vous avez une grande diversité génétique du micro-organisme que vous étudiez. Et donc on est passé ensuite à d'autres techniques, les techniques génomiques, et donc chaque type de technique est susceptible de vous apporter une précision dans la définition d'un clone qui va aller de quelque chose de plus ou moins grossier à quelque chose de plus ou moins spécifique si vous analysez entièrement le génome. Et donc si on prend les techniques anciennes, les SNP, la MLST, permet de faire de l'analyse d'évolution, de comparer des génomes entre eux, mais ne permet pas de faire de l'investigation à un niveau très fin pour savoir si vous avez affaire à un clone spécifique. Alors qu'est-ce qui a changé et qui permet maintenant d'aller un petit peu plus loin? Donc ça, c'est des données, vous voyez, depuis environ 15 ans sur les nouvelles techniques de séquençage, les New Generation Sequencing, qui permettent eh bien, de pouvoir comparer des génomes de bactéries dans une situation phénotypique ou clinique spécifique pour savoir si le micro-organisme que vous isolez est identique chez, par exemple, deux malades qui ont une pathologie similaire. Donc là, on en est à, j'ai pas remis à jour,
mais je pense qu'on en est à 250 000 génomes bactériens actuellement qui sont disponibles, séquencés, et qui peuvent du coup être analysés. Et donc si on veut affiner les choses pour savoir si on a affaire à un micro-organisme dans une espèce donnée, à un clone qui circule, qui est particulier, eh bien il faut qu'on fasse des analyses beaucoup plus poussées. On regarde les différences nucléotidiques entre plusieurs génomes entièrement séquencés d'un micro-organisme pour savoir si ce sont les mêmes et où est-ce qu'ils ont un patrimoine génétique additionnel qui a été transféré, par exemple un plasmide, qui explique que vous avez un phénotype particulier qui a émergé et qui diffuse dans une population microbienne. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. On finira avec des exemples d'ici qui sont des exemples de ce qu'on appelle l'attaque des clones bactériens spécifiques qui ont été décrits, qui ont émergé dans un certain nombre de ces exemples que je vais vous expliquer. Alors, premièrement, alors ça c'était il y a une dizaine d'années, Escherichia coli O104H4 en Allemagne qui a été décrit initialement parce qu'il y avait beaucoup de cas, en particulier de syndrome hémolytique et urémique, et qui ont permis à cette époque, donc en 2011, de démontrer qu'on était capable d'avoir l'analyse complète du génome du micro-organisme responsable de cette nouvelle pathologie, de cette clinique spécifique en quelques jours, et qui montrait en réalité que cet Escherichia coli était un clone particulier qui s'était recombiné avec deux Escherichia coli, qui avait une chigatoxine entéroagrégative sur un plasmide et aussi une bêta-lactamase à spectre étendu. Et ce germe, après l'avoir tracé en faisant de la génomique comparative, eh bien, on s'est aperçu qu'il était importé d'Égypte dans des graines, là, vous savez, qu'on met autour des assiettes pour faire joli et où qu'on mange. Et donc, c'est venu de là. En Allemagne, il y a eu des cas secondaires à Bordeaux. C'était un clone spécifique qui s'est propagé au cours de cette épidémie. Deuxième exemple, Salmonella typhi. Ça, c'est un travail qui date d'il y a 5 ans sur à peu près 2000 génomes de salmonelles qui ont été séquencés. Et ce travail était extraordinaire parce qu'il permettait de comparer des souches de Salmonella typhi sur une période de 45 ans dans 45 pays différents, entre l'Inde, l'Afrique et toute l'Asie, et qui a permis de comprendre qu'un clone avait émergé qui portait des caractéristiques génétiques associées à un phénotype particulier, en particulier de résistance, qui était initialement porté par un plasmide il y a à peu près 50 ou 50 ans, et qui ensuite s'est intégré, cet îlot de résistance, dans le chromosome, et c'est devenu un microbe stable, un clone, une nouvelle espèce, puisqu'on peut le définir ainsi, avec un phénotype très très particulier, et ça a pu être fait grâce à l'analyse génomique. Et donc c'est ce qu'on voit ici, c'est que à la fin, il s'est développé chez Salmonella typhi un clone dominant qui a intégré dans son chromosome un patrimoine génétique qui lui confère un phénotype particulier et qui est devenu stable, qui s'est propagé. Et donc cet îlot de pathogénicité, il est petit à l'échelle d'un génome de salmonelle, puisqu'il fait que 24 kilobases, mais il comprend des caractéristiques génétiques qui lui confèrent un avantage et qui a pu se propager depuis une quarantaine d'années. Donc ça, c'est des clones de typhoïdes résistants aux antibiotiques. De la même manière, l'analyse montre que certains clones ont été sélectionnés, et dans cet exemple, il y en a trois génotypes qui ont été sélectionnés, qui ont diffusé parce qu'ils avaient un avantage à ce moment-là, et qui sont devenus des clones dominants, et donc c'est des Salmonella typhi, mais qui ont un phénotype très 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 particulier. L'épidémie de choléra en Haïti, c'était il y a 10 ans, après le tremblement de terre, donc un peu plus de 800 000 cas et 10 000 décès. Et donc toute la question était de savoir, est-ce que c'était une résurgence de choléra en Haïti, sachant qu'il n'y en avait jamais eu, ou bien d'où venait cette souche? Et donc l'analyse génomique a permis de démontrer que le clone qui était responsable de cette épidémie de choléra en Haïti après le tremblement de terre avait été importé par des soldats des Nations Unies, népalais, qui étaient porteurs asymptomatiques de choléra et qui l'ont amené en Haïti, et cette souche a été responsable de l'épidémie de choléra en Haïti à l'époque. Et donc c'est l'analyse génomique, encore une fois, qui a permis de démontrer que cette souche-là, elle n'était pas une souche locale autochtone, elle avait été importée par les soldats de l'ONU,
Il y a d'autres exemples, la tuberculose et le clone Beijing, qui est un clone très virulent. De la même manière, c'est un clone qui a été découvert et décrit dans les années 80, et puis il a été sélectionné, et il est devenu le clone majoritaire dans le monde entier, parce qu'il a un avantage. Donc vous voyez, par exemple, en ex-URSS et ou en Asie, il représente entre 30 et 60% de toutes les souches de tuberculose qui sont isolées dans ces pays-là, parce qu'il a pris, ce clone-là, une position majoritaire. Alors ça, c'est un autre exemple parce qu'il est intéressant. C'est un exemple en Australie. En Australie, vous pouvez pas importer n'importe quoi. Vous pouvez pas importer des cigarettes, des plantes, des animaux, quoi que ce soit. Et pourtant, eh bien, en Australie, il y a eu un brassage de souches de Staph aureus, qui étaient des souches de Staph aureus prévalentes chez les porcs en Europe, qui ont été importées en Australie et qui se sont mélangées avec des souches de Staph aureus humaines autochtones d'Australie. Et le mélange des deux, eh bien, a donné l'émergence d'un nouveau clone recombinant avec des échanges génétiques qui fait que l'épidémiologie en Australie des Staph aureus communautaires résistants à la médecine a entièrement changé en l'espace de 10 ans, puisque vous avez eu un mélange de souches de Staph aureus de cochons d'origine européenne et nord-américaine avec ces souches humaines et qui a amené un nouveau clone, qui est le clone le plus prévalent dans les infections à Staph aureus en Australie et qui est extrêmement récent puisqu'il a moins de 10 ans. D'autres exemples que vous connaissez probablement, l'émergence de certains sérotypes de Clostridium difficile, ici le ribotype 078 qu'on a vu émerger il y a une dizaine d'années et qui lui, encore une fois, a émergé suite à un mélange génétique de souches humaines et de souches de porcs. Et ce ribotype, O78, pardon, eh bien, a émergé, en particulier en Europe, et c'est un clone que l'on suit, nous, ici, à l'IHU, et qu'on voit assez régulièrement, mais il est très très récent d'apparition par des conjonctions d'échanges génétiques. Et donc, c'est des études, encore une fois, génomiques, qui permettent de montrer que ces clones peuvent être épidémiques, et puis, ce sont des clones qui souvent ont une capacité de remaniement génétique qui sont extraordinaires et donc ils peuvent se recombiner assez facilement. Et donc vous voyez qu'à partir d'un clone ancestral, entre guillemets, la souche 0,27 qui était celle qui était épidémique, qu'on connaissait très bien, eh bien émerge une nouvelle branche d'un nouveau sérotype qui est le 0,78 et qui peut prendre une prévalence très très importante. C'est un nouveau clone microbien avec une pathologie spécifique qui, en particulier, le 0,78, ne touche pas les mêmes individus que le 0,27. Donc il y a un phénotype d'expression qui n'est pas le même. Alors pour finir, des travaux qu'on a fait nous ici, avec Sophie Baron, sur des clones multirésistants chez les Klebsiella, et des clones nouveaux qui apparaissent et qui éventuellement ont été trouvés de manière fortuite, avec, chez Klebsiella pneumoniae, il y a énormément de complexes clonaux, mais les deux plus prévalents, enfin il y en avait un qui était très prévalent avant, c'est le 258, je vais vous montrer, et le 307 qui est un clone émergent dans le monde entier. Et donc ça, c'est des travaux qu'on avait fait à l'époque qui date de 2009 et où le clone de Klebsiella pneumoniae ST258 avait une apparenté avec des souches de Salmonelle typhi, et ce clone est apparu en réalité en Israël initialement. Il a été aussi découvert aux États-Unis, vous voyez, donc à la fin des 70 en Europe et en Israël, 90, 96, et donc ce clone ST258 s'est propagé dans le monde entier parce qu'il avait un avantage, en particulier un avantage de résistance. On avait fait un travail à l'époque pour regarder ce qu'il en était de l'apparition de certaines souches de Klebsiella en Israël avec notre collègue Marc Assous, parce qu'elles avaient une résistance spécifique au carbapénème, mais également à la colistine. Et donc on a séquencé ces génomes et on s'est aperçu par génomique comparative, eh bien que c'était un clone unique qui circulait en Israël depuis une dizaine d'années, qui s'appelle ST512, qui est très très proche, on va le voir sur la diapositive. Ici, on a analysé tous les génomes disponibles des Klebsiella, et donc ça, c'est le complexe clonal qui existait il y a 10 ans et qui circule toujours, le 258. Et puis, vous avez ce 512, là, qui émerge d'un autre clone, et c'est ce clone-là qu'on a retrouvé en Israël et qui est devenu le clone le plus prévalent
dans toute cette région au Moyen-Orient parce qu'il avait un avantage par rapport aux autres. Et donc on en est à une situation nouvelle, qui est que là c'est une analyse qui a été faite il y a 7-8 ans, je ne sais plus, sur les clones de Klebsiella pneumoniae. Eh bien, vous voyez, il y a des clones un peu variables, dont les origines ne sont pas forcément humaines, il y a aussi des animaux là-dedans. Mais il y a 2 clones qui ont émergé récemment, qui donnent des infections, y compris des septicémies et ou des abcès hépatiques sévères chez les humains. Le clone de 158 et celui-là, alors celui-là il est beaucoup plus récent puisqu'il a disséminé en Europe très récemment, il y a quelques années à peine, en Europe en particulier et dans le sud de la France, je vais vous montrer, sur une étude qu'on a fait ici avec Sophie, qui est de réanalyser, de séquencer les génomes de souches de Klebsiella pneumoniae qui étaient résistantes à la colistine. Parce qu'on voulait travailler sur ça. Et donc on a séquencé un certain nombre de génomes de souches résistantes et sensibles pour essayer de savoir ce que c'était que ces mécanismes de résistance à la colistine qui était l'idée initiale. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, c'est que toutes ces souches résistantes à la colistine, c'était le même clone. Le clone qui s'appelle ST307, donc on le voit bien là sur l'analyse génomique. Quand c'est tout bleu, tout pareil, c'est que c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le génome est identique, avec éventuellement des plasmides, des gènes de résistance. On a fait une étude cas contrôle avec des gens hospitalisés, infectés, mais qui n'avaient pas de souche résistante à la colistine, et donc il y avait une différence significative en termes de sexe, d'hospitalisation, d'utilisation d'antibiotiques, sauf la colistine. C'était pas lié à l'utilisation de la colistine. Donc c'est vraiment un clone qui a ce phénotype résistant à la colistine qui a émergé, mais qui n'a rien à voir avec l'utilisation de la colistine. Et est-ce que ce clone, il est particulier? Alors quand on fait l'analyse des génomes, c'est ce que je vous disais, là on a analysé les gènes cibles pour savoir comment s'expliquer éventuellement cette résistance, et on a été étonné de trouver que ce clone avait, par rapport à un génome total de Klebsiella qui fait à peu près 5,6 mégabases, 5 millions 600 000 de bases, il n'y avait entre ces souches qu'une dizaine de nucléotides différents. C'était exactement le même clone. Donc ça, après, on a démontré que c'était des transmissions à l'hôpital et que c'était probablement nosocomial. Et ensuite, on a trouvé des mutations qui sont très très spécifiques de ce clone, qu'on a comparé à tous les génomes de Klebsiella disponibles à l'époque, donc 6412 génomes. Et ce clone, avec ces mutations spécifiques, ça n'est que des souches de ce clone ST307. Elles sont toutes les mêmes. On ne retrouve ces clones que dans ce clone-là. Et donc, c'est un clone qui a cette spécificité. Et comme c'est chromosomique, eh bien, on peut dire que ce clone est une nouvelle espèce qui a cette caractéristique phénotypique d'être résistant aux antibiotiques. Et donc, en conclusion, on peut dire que, alors qu'on peut avoir affaire à une même espèce microbienne identifiée en routine au laboratoire, eh bien, on peut avoir un clone qui n'exprime pas le même phénotype. Et donc, pour une espèce donnée identique, eh bien, vous pouvez avoir un phénotype d'expression, une clinique et une présentation clinique qui est très différente. Et ça, on peut le résoudre actuellement, en partie en faisant du séquençage génomique, en comparant tous les génomes disponibles à haut débit, même si un certain nombre de ces caractéristiques phénotypiques peuvent être associées à de l'expression, une différence d'expression, mais en pratique, on est capable de tracer maintenant un micro-organisme au niveau de son clone pour savoir d'où il a émergé et comment il s'est propagé. Voilà. Merci.